Les philosophes français du XXe siècle se divisent en plusieurs mouvements. Influencé par le maître de la suspicion, Nietzsche, qui défendait la philosophie écrite littérairement, Marx, qui s'est préoccupé des structures sociales, et Freud, qui critiquait la rationalité de l'être humain. Mais tout ça va en plusieurs traits communs unificateurs dans ce qui serait la philosophie française d'après-guerre. Il cherchait à unifier le concept et l'existence, moderniser la philosophie et donc la rendre utile dans la vie quotidienne, démontrer que la connaissance scientifique était à son tour pratique, par opposition à la division kantienne, introduire activement la philosophie dans la politique et non seulement réfléchir comme elle l'avait été jusqu'alors, discuter avec la psychanalyse avec l'objectif d'améliorer et moderniser le concept de philosophe écrivain. Pour ce faire, le progrès qui avait été jusqu'alors scientifique a été porté à la recherche d'un progrès social par la philosophie, par l'art surtout. Le théâtre surréaliste est né, la peinture figurative, la musique jazz et d'autres formes d'expression artistique qui invitent à la réflexion, mais surtout à l'action, car tel était le véritable objectif de la philosophie française du XXe siècle. De même, on cherchait à renouveler la politique par une philosophie active dans ce qui mènera à l'action. Bonjour, je m'appelle Jean-François Lyotard, plus connu sous le nom de Lyotard. J'ai apporté des contributions dans les domaines de l'épistémologie, de la philosophie, de la sociologie, de l'art et d'autres domaines de la connaissance. J'ai également suscité des discussions sur la nature de la réalité, la diversité culturelle, le pouvoir et la légitimité de la connaissance qui se sont avérées avoir un certain impact. Comme cela se produit après la publication de mon ouvrage La cognition postmoderne, publié en 1979. Pour moi, la condition postmoderne est définie comme l'incrédulité et à l'erreur de m'intéresser, c'est-à-dire une part de foi dans la science et d'autres projets émancipateurs au sein de la modernité telle que le marxisme. Grâce à mon livre précédent, ce sujet était un mot. Cette postmodernité a en son cœur cette prise de la conscience qui produit un échappement qui affecte tout, comme la fin du sujet qui est sourd de lui et de la puissance de la raison humaine. Le sujet qui est convaincu de la liberté et de son autonomie, de la validité, de la bonté et de la réussite finale d'un projet. L'individu postmoderne vit dans un état d'incrédulité, un nouveau point de départ. C'est ainsi qu'apparaît la possibilité d'un nouveau état de la connaissance, couplé aux transformations culturelles progressives qui suppriment l'hypothèse de certitude enraizée dans la modernité. Quel que soit le type de connaissance produit, l'important est qu'elle semble nécessaire. Bonjour, je m'appelle Jeanne-Marie, je suis un peintre val et me contrairement à d'autres peintres, j'ai pas capturé mes rêves, mais je me suis concentrée sur la philosophie pour explorer la relation entre la réalité et la représentation. Je me considérais comme un peintre figuratif de la pensée abstraite du XXe siècle. J'ai aussi démontré que nous peintres ne sommes pas des imbéciles et que la peintre est capable d'expérimenter et décider ou de la penser. Et si la peintre est capable d'expérimenter, décider ou de la penser quand le fort le mot, je peux dire comment il est possible de penser de la même manière que les mots. Et je peux affirmer qu'il est possible de penser avec des images, car je pense qu'il y a de la peintre et est l'art de la pensée. Un de mes surprises est ceci n'est pas un pipe, ce n'est qu'une représentation. La pipe ne peut pas toucher la représentation, la pipe ne peut pas être la toucher, la pipe ne peut être ni touchée, ni remplie de tabac, ni fumée, l'art de rien
des autres n'est qu'une représentation d'une réalité, mais si j'aime la réalité, ils sont à la place de quelque chose, mais ils ne sont jamais de cette chose. Je m'appelle Jean Baudrillard et je suis un sociologue et philosophe français connu pour ses théories sur la société postmoderne et la simulation. Une de mes citations les plus célèbres est « La simulation n'est plus ce qui cache la vérité, mais c'est la vérité qui cache qu'il n'y a pas de vérité ». J'affirme que nous vivons à une époque où les images et les simulacres ont remplacé la réalité elle-même. Une autre phrase clé est « Le secret du pouvoir est sa transparence absolue ». La transparence totale du mal. Je souligne ma critique de l'omniprésence des médias et de la manipulation de la réalité. En résumé, j'incite à remettre en question la nature de la réalité dans un monde saturé de simulacres et à prendre conscience du pouvoir des médias dans la construction de notre perception du monde. Je m'appelle Luis Auxerre, je suis né en 1918 et j'ai été l'une des figures centrales de la théorie critique marxiste du XXe siècle. Mon travail a été influencé par le structuralisme et d'autres courants de pensée françaises, ce qui m'amène à apporter des contributions significatives à la réinterprétation et à la revitalisation de la théorie marxiste dans un contexte intellectuel marqué par la remise en question des idéologies dominantes. Je suis surtout connu pour avoir développé le concept d'appareil idéologique d'État, une notion clé qui éclaire la manière dont les institutions telles que l'éducation, les médias et la religion servent à maintenir l'hégémonie de la classe dirigeante en diffusant des idéologies qui naturalisent et légitiment l'ordre social existant. Cette approche a ouvert de nouvelles perspectives sur la façon dont le pouvoir est exercé et reproduit au sein de la société moderne. Mon ouvrage majeur pour Marx, publié en 1965, a été un jalon dans l'interprétation de la pensée de Marx. Je propose une lecture innovante en mettant l'accent sur la rupture épistémologique entre la jeunesse et la maturité théorique de Marx, soulignant aussi ainsi l'importance de distinguer les concepts de Marx des interprétations dogmatiques qui les ont précédés. J'ai également joué un rôle central dans la promotion du marxisme structural et j'ai influencé une large éventail de penseurs postmodernes, notamment Michel Foucault et Jacques Derrida. Mon impact s'est étendu bien au-delà des frontières de la philosophie et de la théorie politique pour toucher des domaines tels que la sociologie, l'histoire et la littérature, façonnant ainsi les débats intellectuels de mon époque et au-delà. Je suis Simone de Beauvoir, une penseuse et romancière française, représentant du mouvement existentialiste athée et figure importante dans la revendication des droits de la femme. J'ai étudié à la Sorbonne et je suis diplômée en philosophie. J'ai défendu les droits de l'homme et je suis un précurseur du féminisme tel que nous le connaissons aujourd'hui. En outre, dans mon travail, le deuxième sexe est considéré comme l'un des plus importants du féminisme. Le résumé parfait de cette œuvre se reflète dans ma phrase la plus célèbre. On ne naît pas femme, on arrive à l'être. Il répond aussi au déterminisme de la biologie qui interprétait le sexe comme porteur d'une destinée préétablie. L'être n'existe pas et ne doit pas être confondu avec devenir. L'être, selon la philosophie existentialiste, est toujours un sujet tel qu'il se manifeste. Enfin, un jour, j'ai réussi à me rapprocher de Simone Weil à l'université et je ne sais pas comment la conversation a commencé. Elle a déclaré en ton tranchant qu'une seule chose comptait aujourd'hui sur la Terre, la révolution qui nourrirait tout le monde. Je lui ai répondu que le problème n'était pas de faire le bonheur des hommes, mais de trouver un sens à la résistance. Il m'a dit « Vous n'avez jamais eu faim ». J'ai appris que nos relations s'étaient arrêtées. Bonjour, je m'appelle Michel et mon activité s'étend sur un large éventail des domaines de la connaissance humaine. Avant tout, je me considère comme un philosophe, mais mon travail couvre aussi l'histoire, la sociologie, la physiologie
et d'autres domaines connexes. Je suis né le 15 octobre 1926 et ma vocation est d'enseignant. Mais je pense que c'est un peu particulier et puis je vous expliquer pourquoi. Quand on entend le mot professeur, on s'imagine être favorable à l'enseignement. Mais non, ce n'est pas mon cas. Je n'ai pas fonction justement de ne pas enseigner. Et oui, cela probablement paraît très étrange. En d'autres temps, je ne me pas résister sur chacun de mes élèves en rapport de pouvoir. Les prétendus professeurs font sa théorie sur 3 étapes qui, de mon point de vue, je reconnais comme la culpabilité, l'obligation et la vérification. Le premier est celui qui dit « Écoute, il y a un certain nombre de choses que tu ne sais pas, mais que tu devrais savoir. » Deuxièmement, ces choses que vous devez savoir, je les connais déjà et je vais vous les dire. Et enfin, quand je leur ai enseigné, ils ont eu le savoir appris et je vais vérifier s'ils l'ont appris. Il s'agit d'un accès de relations de pouvoir qui implique l'enseignement et je ne suis pas vraiment d'accord. Là où je suis la cause gratuite, il n'est que les gens qui viennent l'écouter, qui le veulent vraiment ou qui s'intéressent vraiment. Je pense qu'aller à l'école, il faudrait vous du point de vue du bonheur. Nous avons la chance d'aller au lieu de curiosité et où sont les choses essentielles que nous devons savoir. Maintenant, vous vous demandez, et quelles sont ces choses? La première chose est d'affirmer que la connaissance est liée avec plaisir, ce qui en fait quelque chose d'intéressant, d'agréable. Pourquoi notre société est si appropriée de dire que la connaissance est grise? Peut-être à cause du grand nombre de personnes exclues de la connaissance. Par contre, parlons du diplôme. Est-il nécessaire que quelque chose certifie l'apprentissage? Je pense que cela ne sert qu'à définir une sorte de valeur commerciale sur les savoirs. Permet aussi à ceux qui n'ont pas de diplôme de cœur qu'ils n'ont pas droit de savoir et qu'ils en seront même incapables. J'entends par la même théorie analyser les micro-pouvoirs qui circulent dans les ordres sociaux, comme l'exemple précédent sur l'enseignement. Alors, c'est mis en place comme un modèle de philosophie, ce serait sûrement le modèle structuraliste. Je ne me considère pas comme un structuraliste, mais plutôt comme un critique de perspective structuraliste. Même si je reconnais l'influence qu'ils ont sur moi penser. Enfin, j'aimerais que vous connaissiez l'un des meilleurs livres plus significatifs, l'histoire de la folie classique. Je vous invite à réfléchir sur la relation complexe entre la folie et la société, qui considère normale et anormale, ainsi que l'explication politique et éthique de ces catégorisations. Bonjour, je suis Jackie Derrida et en tant que philosophie, je me concentre sur le concept de destruction. Remettant en question les prétendues certitudes et les structures de l'enjeu, de la culture et de la pensée. Selon ma perspective, l'enjeu et les certitudes de pensée que nous utilisons pour comprendre le monde ne sont pas transparents ni neutres, mais sont chargés de préjugés et de pouvoir. J'ai considéré que les significations ne sont pas figées, mais sont toujours un processus de changement et de réinterprétation. Mon travail visait à révéler les contradictions et l'ambigu inhérentes à tout système de pensée ou discours, tout en examinant la relation entre l'enjeu et le pouvoir. J'ai invité à une réflexion profonde sur la façon dont nous comprenons le monde et nos interactions avec lui, remettant en question les traditions de vérité et de certitude au profit d'une compréhension plus fluide et ouverture du monde.